Après la stabilisation miraculeuse de Noah arraché aux griffes de l'écho dans un éclat de lumière et de silence absolu, le groupe Lucas, Mila, Elise, Lena et maintenant Noah Palm et vivant prend quelques jours pour récupérer un répit fragile dans la tempête qui a ravagé leur âme et leur corps. Ces jours se déroulent dans une brume d'épuisement bienheureux où les heures s'étirent comme un baume sur des plaies encore vives. Chez Lucas, la maison familiale retrouve un semblant de chaleur. Son père, alerté par les rumeurs de la ville et les regards fuyants de son fils, prépare des repas copieux, soupe fumante aux légumes de saison, pain frais sorti du four qui embaume l'air de levure et de réconfort, sans poser trop de questions, mais avec une vigilance accrue, ses yeux plissés scrutant les ombres comme s'il sentait l'écho des secrets qu'il avait lui-même enfouis. Noah, hébergé temporairement chez Élise sous prétexte d'une grippe passagère, dort beaucoup. Imaginé par les Français avec confiance, en seulement 3 mois. Marre des progrès lents, de la grammaire compliquée et des méthodes inefficaces? Découvrez Mastering French from à un tous et à une trimonte, une méthode rapide et complète. Passez de bonjour à une expression avancée, avec des leçons claires et structurées. Tous les niveaux du secre, la grammaire, le vocabulaire et l'oral, en seulement 15 minutes par jour. Commencez aujourd'hui. Parlez français avec confiance. Votre avenir commence maintenant. Son sommeil agité ponctué de murmures inintelligibles qui font sursauter sa mère dans la nuit, mais il parle enfin, sa voix rauque et hésitante racontant des bribes de son calvaire, des flottements interminables, des voix qui appelaient. Son visage, un froid qui rongeait l'intérieur comme de la glace fondante. Élise, marquée par le lien viscéral qui l'a uni à lui dans l'écho, reste à son chevet, lui tenant la main dans un silence complice, sentant encore les vibrations résiduelles pulser sous sa peau comme un tatouage invisible. Mila, la plus pragmatique, transforme son grenier en quartier général improvisé, étalant des cartes à noter, des enregistrements audio et des notes griffonnées sur des cahiers usés, analysant chaque détail de leur traversée pour en tirer des leçons, son esprit cartésien refusant de s'effondrer sous le poids de l'irrationnel. Lena, quant à elle, erre seule dans les ruelles de Valmont sur Rivière à l'aube, ses yeux luminescents voilés d'une fatigue ancienne, cherchant des signes d'instabilité dans le sol qui craque ou les nuages qui s'amoncellent trop vite. Mais la ville ne retrouve jamais sa normalité d'antan, cette quiétude feutrée d'un bourg provincial où les jours s'écoulent au rythme des cloches de l'église et des commérages au marché. Les habitants continuent de ressentir une inquiétude diffuse, un malaise insidieux qui s'infiltre comme une brume matinale, des objets disparaissent sans trace, une tasse préférée sur la table de cuisine, un jouet d'enfant dans le jardin réapparaissant parfois des jours plus tard à des endroits absurdes comme si le temps les avait escamotés. Dames ombres inhabituelles apparaissent au coin des yeux, des silhouettes fugaces qui s'étirent au crépuscule le long des façades de pierre patinée, effleurant les passants d'un frisson glacé avant de se dissoudre dans l'air. Et certaines horloges, ces gardiens stoïques du quotidien, restent arrêtées à minuit précis, leurs aiguilles figées en une immobilité accusatrice qui fait douter de l'heure, du jour, de la réalité elle-même. Les rumeurs gonflent comme une marée, c'est la malédiction de la rivière, chuchote-t-on au café du coin, où les verres de vin rouge se vident plus vite. Ou ces expériences d'autrefois qui reviennent nous hanter, murmurent les anciens, leurs regards fuyant vers les collines où se tapit le laboratoire abandonné. Les enfants, eux, jouent moins bruyamment, leur rire coupé par des silences soudains, comme si l'écho avait laissé une empreinte collective, un murmure permanent dans l'atmosphère. Lucas, Mila, Elise et Lena, avec Noah désormais intégré son témoignage, ajoutant une couche poignante à leur délibération, savent au plus profond d'eux que l'écho n'est pas complètement neutralisé, qu'il sommeille comme une bête blessée, ses plaies suintant encore des vibrations qui font trembler les verres dans les placards à minuit. Ce n'est plus une menace abstraite, mais une entité vivante, réactive, qui a goûté à leur peur et à leur courage, et qui attend, patiente, le prochain appel. Ils décident donc d'approfondir leur connaissance, de plonger dans les racines de ce maléfice pour en comprendre les ramifications, pourquoi cette dimension parallèle existe comme une tumeur sous la peau de la ville et pourquoi certains enfants vulnérables, sensibles comme des antennes dressées vers l'inconnu, ont été pris, au fil des années, aspirés dans ces abysses comme des feuilles dans un courant souterrain. Les après-midi se transforment en sessions intenses, réunies dans le grenier de Mila où l'air sent le vieux papier et la poussière soulevée par leurs fouilles. Lena, la gardienne de secrets les plus enfouis, prend la parole avec une gravité qui fait taire les tic-tac irréguliers des horloges environnantes. L'écho réagit à la peur, oui, comme une éponge qui absorbe nos terreurs pour les amplifier. Mais il se nourrit aussi des secrets du passé, de ces non-dits qui pourrissent comme une racine oubliée. Pour le contrôler durablement, pour l'empêcher de s'ouvrir à nouveau comme une plaie qui ne cicatrise pas, il faut comprendre son origine, pas seulement les expériences de 1987, mais ce qui les a précédées, les failles dans la terre de Valmont qui ont permis à cet espace de naître. Ses yeux, encore crépitants d'une lueur résiduelle, balaient le groupe, et Noah, assis en tailleur sur un coussin usé, hoche la tête avec une sagesse prématurée. Dedans, j'ai vu des échos d'autres enfants, pas des fantômes, mais des reflets qui pleuraient.
Élise sent un frisson la traverser, un écho de son propre lien avec lui tandis que Lucas feuillette un carnet jauni, ses notes croisant les confessions de son père avec les fragments que Lena a conservés des croquis hâtifs, des dates soulignées en rouge. Mila, fidèle à elle-même, dresse une chronologie sur un tableau effaçable volé à l'école reliant les disparitions. 1962, un garçon nommé Étienne. 1975, une fillette prénommée Clara. 1987, l'incident majeur comme des perles sur un fil tendu vers le présent. Ce n'est pas aléatoire, conclut-elle, son marqueur grinçant sur la surface plastique. L'écho choisit les sensibles, ceux qui entendent les murmures avant les autres. Pour le sceller, on doit remonter à la source. Guidée par de vieux plans que Lena a conservés, des feuilles froissées, jaunies par le temps, pliées dans une enveloppe cachetée d'un seau brisé, et des fragments d'informations glanés par Lucas auprès de son père lors d'une conversation tendue au dîner, où l'homme avait cédé un nom, une localisation, un avertissement chuchoté. N'y allez pas, fiston, c'est un tombeau. Ils se rendent au centre de recherche abandonné, ce bastion de béton fissuré qui se dresse comme une cicatrice sur la colline ouest de Valmont-sur-Rivière. Le voyage sous un ciel gris ardoise qui menace de pluie fine et un périple silencieux, ils pédalent sur des vélos aux pneus crissants sur le gravier humide, leur sac alourdi par des lampes, des carnets et la balise qui vibre faiblement contre la hanche de Mila comme un cœur de rechange. L'air est chargé d'une humidité oppressante, porteuse d'odeurs de mousse et de rouille, et le vent porte des murmures lointains, peut-être le chant des corbeaux perchés sur les arbres noueux ou les échos d'une autre époque. Le centre se profile à l'horizon comme une forteresse oubliée, ses murs de béton armé recouverts de graffitis anciens, des tags hâtifs des années 90, des cœurs brisés et des initiales enlacées, mais aussi des symboles plus sinistres, des cercles barrés de lignes irrégulières tracées à la hâte, comme si des mains désespérées avaient tenté de cartographier l'invisible. Chaque pièce qu'ils explorent, guidée par les plans jaunis qui craquent sous leurs doigts, semble émettre une vibration légère mais constante. Un bourdonnement résiduel qui fait vibrer les vitres brisées, les chaises renversées comme un écho persistant des cris des machines ronronnantes et des murmures étouffés qui ont hanté ces lieux dans les années 80. Les couloirs, étroits et labyrinthiques, sentent le moisi et le métal oxydé, avec des flaques d'eau stagnantes reflétant leurs visages pâles comme des miroirs déformants. C'est ici que tout a commencé, murmure Lena, effleurant un mur où un symbole gravé semble pulser sous sa paume, ses yeux s'illuminant d'une lueur bleue fugace. Noah, marchant avec une prudence instinctive, s'arrête parfois pour toucher le sol, sentant les vibrations comme des souvenirs qui remontent. J'ai vu ça. De l'autre côté, dans l'une des salles les plus enfouies, une chambre aux murs tapissés de casiers métalliques rouillés, éclairée seulement par le faisceau tremblant de la lampe de Lucas, il découvre des archives enfouies sous des couches de poussière et de toiles d'araignée épaisses comme des voiles funéraires, des photos jaunies au bord corné montrant des groupes de scientifiques en blouse blanche, casque sur la tête, posant devant des équipements étranges, des générateurs bourdonnant, des capteurs branchés à des câbles serpentant comme des veines. Des journaux de bord cahiers à spirale noircie d'une écriture serrée et fiévreuse décrivant des résonances impossibles et des échos vocaux non sourcés, et des enregistrements audio sur des cassettes magnétiques craquelées insérées dans un vieux lecteur à piles que Mila fait ronronner d'une main hésitante. Les voix qui en émergent sont spectrales, déformées par le temps et la bande usée. Un homme au ton professoral, jour 47. L'écho répond aux ondes alpha et les sujets enfants montrent une sensibilité accrue. Une femme voix chevrotante, incident du 12. Le petit Marc a traversé mais il est revenu. Changé, murmurant des choses qu'il n'aurait pas dû savoir. Une mention attire leur attention comme un crochet dans les tripes. Plusieurs enfants sélectionnés pour leur perception extrasensorielle ont été exposés à des expériences contrôlées placées près des failles pour communier avec l'écho, mais certains ont été récupérés partiellement arrachés au vide par des cordons ombilicaux de câblés. De prières traumatisées au point de ne plus parler pendant des mois, hantés par des visions de mondes miroirs où les rues de Valmont coulaient à l'envers. D'autres, hélas, ont disparu pour toujours, leurs dossiers classés perte technique, leurs familles indemnisées en silence par des chèques anonymes. Noah n'est donc pas le premier mais le plus récent d'une longue série de victimes, un maillon dans une chaîne forgée dans les ténèbres des années 80 où l'ambition scientifique avait ouvert des portes que la raison humaine ne pouvait refermer. C'était pas des accidents, souffle Noah, sa voix brisée par une compréhension nouvelle tandis que Lucas serre les poings. La rage bouillonnant contre les fantômes de ces hommes en blouse qui ont joué avec des vies comme avec des équations. Élise, attirée par une cassette marquée d'un symbole gravé au stylo, un cercle barré identique à ceux de la balise, pose ses doigts sur le boîtier avec une curiosité magnétique et est submergée par une vision fulgurante, un torrent d'images qui la plaque contre le mur comme une vague intérieure. Elle voit des couloirs souterrains vastes et voûtés comme les veines d'une montagne endormie, éclairés par des lampes rouges intermittentes qui projettent des ombres élongatées sur les parois humides. Des enfants, une dizaine peut-être, marchant en file indienne dans l'ombre, leurs petites mains serrées sur des peluches ou des crayons, les yeux grands d'une peur fascinée, guidés par des adultes en combinaison blanche qui murmurent des encouragements faux comme des promesses.
Au centre de tout, une silhouette imposante, presque humaine mais déformée par l'écho, un corps élancé, voilé de brume, avec des membres qui s'étirent comme du caoutchouc, un visage sans traits où des yeux multiples clignotent comme des étoiles malveillantes, surveillant tout d'un regard qui aspire la lumière, un gardien ancestral qui semble naître de la terre elle-même, nourri par les peurs cumulées des décennies. La vision disparaît aussitôt, un claquement sec dans son esprit qui la laisse tremblante, agenouillée sur le sol froid, le souffle court et les joues mouillées de larmes involontaires. C'était le gardien allait-elle, sa voix un fil brisé, tandis que Lena s'agenouille à ses côtés, posant une main apaisante sur son épaule, ses propres yeux voilés d'une reconnaissance douloureuse. Il protège l'écho, mais il n'est pas invincible. C'est une ombre du passé, née des premières fouilles ici, quand on a creusé trop profond. Le groupe, uni dans ce choc partagé, sent le poids de l'héritage s'abattre des disparitions non pas accidentelles, mais rituelles, des enfants offerts à un abîme pour apaiser une curiosité scientifique dévorante. Lucas, le premier à se ressaisir, réalise avec une clarté glaciale que pour empêcher de nouvelles disparitions, pour briser ce cycle qui menace de se répéter, d'engloutir d'autres âmes sensibles dans Valmont-sur-Rivière, ils doivent sceller les portes de l'écho, ces failles multiples qui parsèment la ville comme des veines infectées. Mais cela exige une intervention au cœur même de cette dimension, un rituel au bord du précipice où l'équilibre entre mondes repose sur un fil, et un sacrifice pourrait être nécessaire, non pas une vie, peut-être, mais une partie d'eux-mêmes, un souvenir, une peur, une connexion que l'écho réclamera comme tribut pour se refermer. On ne peut pas juste le boucher comme un trou dans un mur, dit-il d'une voix ferme, bien que ses mains tremblent en rangeant les archives dans son sac. Il faut le confronter, lui offrir ce qu'il veut sans le nourrir. Mila acquiesce, son esprit déjà en train de tisser un plan, des symboles inversés, des chants synchronisés, la balise comme clé et comme verrou. Élise, encore secouée, sent une détermination nouvelle l'envahir, forgée dans la vision, le gardien. Il sait qu'on vient. Mais on est plus fort, ensemble. Noah, silencieux jusqu'alors, ajoute d'une voix douce, j'ai vu la sortie, là-bas. Elle brille, si on y arrive. Ce soir-là, alors que le soleil couchant teinte la ville d'une lueur orangée et mélancolique, il se prépare dans la maison d'Élise. Un cocon de normalité fragile où l'odeur de thé à la menthe et de biscuits chauds tente de chasser les ombres. Ils réunissent leur courage, ces braises intérieures ravivées par les épreuves partagées, leur connaissance, les plans froissés, les enregistrements transcrits, les symboles mémorisés comme des talismans et leur énergie, un cercle où ils se passent la balise de main en main, la chargeant de leur volonté collective jusqu'à ce qu'elle chauffe comme un fer à marquer. Lena leur explique, sa voix résonnant avec cette superposition d'échos qui les enveloppe comme un manteau protecteur, que Noah peut maintenant marcher et parler normalement, ses mouvements fluides malgré une raideur résiduelle, ses mots clairs bien qu'empreints d'une sagesse forcée, mais que sa présence dans l'écho a laissé des traces, des absences fugaces dans son regard, des frissons quand il touche l'eau courante comme si une partie de lui flottait encore dans le vide. Il sera notre guide, dit-elle, posant une main sur l'épaule du garçon, qui hoche la tête avec une gravité d'adulte. Il connaît les chemins, les pièges. Mais rappelez-vous l'écho sans la division. Notre unité est notre seule arme. Ils savent que ce qu'ils vont faire est dangereux, un plongeon dans l'inconnu où le gardien pourrait les attendre déformés et affamés, mais ils n'ont pas le choix. Les portes du passé, ces failles ouvertes par la curiosité humaine et nourries par les silences complices, doivent être confrontés, et le secret des disparitions, ces enfants perdus qui hantent encore les rêves de la ville, enfin révélés, exorcisés comme une malédiction levée. À minuit précis, alors que les horloges arrêtées de Valmont-sur-Rivière semblent converger en un cœur muet, ils se tiennent devant la trappe de la maison abandonnée, cette gueule béante sur la colline qui exhale un souffle froid chargé de promesses et de menaces. La nuit est claire, un ciel piqueté d'étoiles indifférentes qui regardent leur sacrifice comme des témoins éternels, et le vent léger porte l'odeur de la rivière en contrebas, un rappel de l'endroit où tout a commencé pour Noah. Lucas pousse la trappe d'une main ferme, le métal grinçant comme un avertissement final. Mila serre la balise, son pouls synchronisé avec ses vibrations. Élise prend la main de Noah, sentant le lien pulser comme une veine commune. Lena ferme le cercle, ses yeux s'illuminant d'une lueur bleue qui perce les ténèbres du sous-sol. Prêt à entrer une dernière fois dans les abysses, à affronter l'écho dans sa forme la plus pure et la plus instable, un tourbillon de blancheur et d'ombre où le gardien sommeille, ils descendent l'escalier en colimaçon, leur pas résonnant comme un serment. Le destin de Noah arraché mais pas guéri. De la ville qui palpite encore de ses plaies invisibles. Et des générations futures menacées par les échos du passé dépend de ce qu'ils feront maintenant, sceller les portes ou être scellés à jamais. Dans le silence qui les avale, un murmure monte, pas de peur, mais de résolution, et l'écho, sentant leur approche, semble retenir son souffle, impassi de la confrontation finale.